Bonjour à toutes et à tous, alors je vous souhaite une excellente année 2022. Alors on va faire un petit tour au niveau des marchés, on va regarder un petit peu pour 2022 les perspectives au niveau des marchés selon mon avis. Donc là actuellement on a clôturé donc l'année 2021, une des plus belles années quand même sur un nouveau plus haut et en plus on a terminé une année vraiment où on a fait des nouveaux plus hauts sur des nouveaux plus hauts. Vous voyez ici, c'est la deuxième année dans le passé, comme on peut constater, où nous avons eu le nombre de ATH, donc de nouveaux plus hauts, nombre record. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 95, 77 fois. Donc 77 fois, on a fait des nouveaux plus hauts. Et cette année, on a fait des 69 fois des nouveaux plus hauts. Donc c'est quand même une très belle année. Alors c'est un petit peu normal quand on regarde le contexte, étant donné qu'on avait une politique quand même assez accommodante, des injections, le quantitative easing, donc voilà, donc on a eu quand même un bon environnement pour 2021. Donc ça ne va pas être tout le temps comme ça, mais pour 2021, c'est terminé et c'était une très bonne année sur les indices boursiers. Alors maintenant, au niveau des risques, pour 2022, ça reste quand même toujours au niveau des mêmes risques. Donc le marché est déjà au courant. Là, on peut le voir, les risques majeurs, vraiment par rapport aux opérateurs, ça reste toujours encore l'inflation, le coronavirus, la Fed, la guerre. Donc voilà, donc ça, ce sont le tel risque, ce sont des risques à ce que le marché baisse plus longtemps que prévu ou que ça crée des black swans. Mais là, alors, comme on est au courant, ça ne va pas créer forcément de black swan. Il nous faudrait quelque chose qu'on ne sait pas pour créer un black swan. Donc ça, ce sont les risques vraiment encore majeurs. Mais là encore, pour l'instant, on reste encore dans une politique accommodante, hein. On est encore en phase de tapering. Donc normalement, le tapering devrait se finaliser au cours normalement du premier semestre. Déjà, on a une réduction au mois de janvier et ils disent que à chaque mois, ils vont réduire. Donc, si on part de ce principe-là, on va vite arriver à la fin du tapering et commencer la politique potentielle de tightening. Alors, la politique de resserrement ne veut pas forcément dire gros crash sur les marchés, hein. Comme je l'avais déjà montré dans le passé, une hausse des taux n'est pas forcément, je veux dire des taux de la Fed, n'est pas forcément significatif de crash automatique, hein. D'ailleurs, attendez, je vais essayer de montrer ça, de remontrer. Hop. Donc vous voyez ici en orange vous avez le S&P 500 et en blanc vous avez le taux de la Fed. Alors là vous pouvez constater donc en 2015 quand les taux de la Fed ont commencé à augmenter, vous voyez ici le marché continuait de monter et il en était de même. Vous voyez ici en 2004 la Fed commençait à monter leurs taux progressivement et le marché continuait aussi de monter et il en était de même en 2000. Donc voilà, donc c'est pas forcément significatif. On verra à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer parce qu'on a besoin aussi de voir comment va la croissance et l'inflation à ce niveau-là. Donc pour l'instant, c'est quand même un petit peu tôt pour se dire que le tightening va automatiquement cracher, mais c'est vrai que de toute manière, pour les 10 prochaines années, les performances risquent d'être un peu plus difficiles, hein. Je ne sais pas si j'avais déjà montré ce graphique-là, mais on va le regarder tout de suite. Alors là, en fait, ça vous donne en fait le taux approximatif pour les 10 prochaines années au niveau du S&P 500. Donc là, on peut voir que l'allocation des investisseurs US est extrêmement élevée. Vous voyez en rouge actuellement en actions, ça veut dire qu'ils ont à peu près 50% de répartition au niveau du portefeuille, au niveau des actions, et que justement, en fait, au niveau des portefeuilles, ils utilisent très régulièrement des ETF indiciels, donc au niveau du S&P 500, et que généralement, lorsqu'ils ont une allocation approximative entre 45 et 50%, les 10 années suivantes sont un peu plus difficiles au niveau des performances. On peut voir par exemple en 2000, on peut voir qu'il y avait une allocation très importante au niveau des actions, au niveau des ETF et tout. On peut voir par exemple qu'on était à vous voyez ici 50%, hein, c'est à gauche, hein, la proportion de l'allocation en actions. Et à droite, vous avez la performance pour les 10 prochaines années. Donc là, quand on était dans ce niveau-là, la performance pour les 10 prochaines années était de moins 3, moins 2%. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé au niveau des marchés, hein, on ne va pas se mentir. Ça, je l'avais expliqué sur une ancienne vidéo justement.
Donc vous voyez celui qui avait qui était investi à 50% au niveau de la répartition du portefeuille en actions en 2000, il s'est retrouvé donc en 2007-2008, 10 ans plus tard, pratiquement, comme vous pouvez constater, au même niveau. Donc c'est pas totalement faux, hein, ce graphique-là est quand même très important. Il en était de même entre les années, donc là si on revient en arrière, ça c'est les années 70-80. Alors, je suis en train de regarder. Ouais, c'est ça, à peu près fin des années 60. C'était approximativement pareil, hein. Vous voyez, si je dézoome, on va retourner en arrière. Hop. Donc, vous voyez, fin des années 60, les portefeuilles étaient investis à 50% au niveau des actions. Et on peut constater que la performance, les 10 années qu'on suivit, vous voyez, par exemple, 10 années plus tard, on retrouvait le même niveau au niveau du portefeuille. Donc voilà, donc les performances sont un peu plus moins élevées. Et donc par exemple, on n'est pas du tout dans la même situation qu'en 2010, hein, après la crise financière. Hein. Comme vous pouvez voir ici, au niveau de la crise financière, les performances qui étaient à droite étaient de 10 à 15% par année. C'est un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2020. On a fait à peu près entre 15 et 20% par année au niveau du S&P 500 parce qu'on avait une proportion de répartition au niveau des portefeuilles qui était très légère au niveau des actions, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup plus de marge de main-d'œuvre au niveau des performances pour les 10 années qui ont suivi. Donc là, on est dans la situation inverse. Donc, il y a des probabilités, hein, on n'est pas là pour vraiment, c'est pas sûr à 100%, hein, comme on dit, mais il y a des probabilités à ce que dans 10 ans, on soit à peu près au même niveau qu'actuellement, ou pas du tout. Hein. Voilà, mais quand on étudie le passé, c'est un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, donc il faut faire un petit peu attention. Et d'ailleurs, les classes d'actifs, comme je l'avais expliqué dans une ancienne vidéo, qui ont su performer, par exemple, pendant ces périodes-là, c'est l'or. Par exemple, l'or, le silver, tout ça, ce sont des classes d'actifs qui ont pas mal superformé pendant justement ces années-là. Je vais le rajouter. Donc là, vous pouvez le voir ici. Hein. Bon, là, c'était aussi la grande période inflationniste. Hein. Et aussi, on l'avait en... Hop, on va revenir. Donc, vous voyez, par exemple, là, on a eu la grosse période ici, vraiment de congestion pendant 10 ans. Et on a eu, vous voyez ici, le gold donc de 2000 justement à 2010 qui a superformé. Donc voilà, il y a quand même des classes d'actifs qui superforment. Il en était de même en 70 et 80 quand le marché n'a pas fait grand-chose, qu'on avait justement ces projections ici qui ne nous donnaient pas grand-chose comme en 2000, le gold a justement superformé. C'est la classe d'actifs qui a superformé dans ces périodes-là. Donc voilà, ce qui est un petit peu normal puisque il n'y avait pas beaucoup forcément de gold dans les portefeuilles. Donc là, c'est pour donner une petite idée. Donc là, restons pour 2022, mais ça c'était juste pour vous prévenir, pour faire un petit peu attention à ce niveau-là. Mais justement, si on regarde par exemple pour 2022, au niveau des performances attendues, donc ça c'est les recherches de Yardani, hein, donc ça c'est les prévisions, on a un 5200, et pour Goldman Sachs c'est pareil, il a fait des recherches, et nous avons aussi, comme on peut constater ici, 5100, donc c'est proche de 5200 pour 2022. Donc pour l'instant, de toute manière, moi, au niveau du S&P 500, comme vous le savez, je suis toujours bullish. Hein, on n'a pas forcément de retournement actuellement majeur. On est toujours dans la tendance haussière. Au niveau du ratio S&P 500 sur la masse monétaire, donc au niveau des États-Unis, on peut voir que vous voyez ici, en 2006, ça a été testé plusieurs fois entre 2018 et 2021, et finalement on a réussi à clôturer donc 2021 sur un nouveau plus haut et à casser cette résistance là. Donc ce qui nous emmène, vous voyez ici, à peu près comme à la bulle tech. Donc là on rentre dans cette zone ici, beaucoup plus je suppose volatile à ce niveau-là. Enfin, pas forcément tout à fait volatile, mais plus bubble. Donc voilà, ça peut durer aussi un petit moment. Alors ça dépendra bien évidemment de l'économie et de l'avancement au niveau de la politique de la Fed. Mais là, on a eu quand même une clôture majeure au niveau de ce ratio-là, qu'on n'a pas réussi à clôturer depuis donc 2000, hein, au-dessus. Donc ce qui est quand même assez important et un petit peu nouveau. D'ailleurs, au niveau du VIX, on est à peu près dans la même situation que fin des années 90. Vous voyez, là, ici,
par exemple, on a comme une tendance haussière au niveau du VIX à très long terme. Et il en était de même, vous voyez, de 95 à 2000. 2003, on n'est pas passé en dessous de cette zone-là. Le VIX est resté perché, il était en tendance haussière ici, et ensuite il est resté perché pendant de 97 à 2003. Et là, donc là, c'est pareil, on a eu la petite tendance haussière, et maintenant, il y a des probabilités, comme en 2000, à ce qu'on reste perché dans cette zone ici, étant donné la situation, et comme je disais, par rapport aussi justement au graphique que je montrais au niveau des performances sur les 10 prochaines années. Donc là, on a un peu des similitudes à ce niveau-là. Donc lorsqu'on investit justement sur plusieurs années, il est bien aussi d'avoir à peu près plusieurs classes d'actifs, hein, que ce soit des actions, que ce soit par exemple le gold, des matières premières ou tout simplement aussi, pourquoi pas de la crypto. Cela permet justement, vous voyez, quand on a des cycles un petit peu de range pendant 20 ans, pendant 10 ans, pardon, ça peut être long pour les investisseurs. Et donc, dans ces périodes-là, si on a une classe d'actifs qui sous-performe, parce que ce n'est pas toutes les classes d'actifs qui font la même chose, eh bien, ça peut potentiellement un petit peu adoucir ce temps d'attente à ce niveau-là. Au niveau du Bitcoin, bon là on est toujours dans la zone de conjection ici qui est toujours travaillée, c'est un petit peu lent. Donc là c'est vrai qu'on aimerait cette cassure en fin des 52 000, 53 000 avec justement du volume. Alors ça c'est l'indicateur OBV. Alors ça nous permet de voir, vous voyez ici on a comme une tendance ici baissière qui suit la tendance justement du Bitcoin. Et c'est vrai qu'une cassure vers le haut de cette tendance là baissière démontrerait vraiment beaucoup de volume sur le Bitcoin. Et donc, si on arrive à clôturer vraiment, à casser le 52 000 avec justement une cassure sur cet indicateur-là de volume, ça engendrera potentiellement en fait, ça sera plus favorable effectivement à la hausse. Donc, bon, au niveau du Bitcoin, moi je suis toujours dedans. Donc là, on a eu vraiment une période plus difficile, comme vous pouvez constater ici, par exemple. Nous avons eu un volume parce que la Chine, ils ont fermé pas mal donc de firmes, comment dire, de firmes de courtage d'échange pour la crypto-monnaie. Donc là, vous pouvez voir que justement la deadline était au 31 décembre pour vraiment liquider l'ensemble des comptes. Et justement, on peut voir qu'une grosse partie a été liquidée donc en Asie. Alors peut-être qu'il y en a qui ont transféré en Bitcoin ailleurs, sur un wallet ou autre. Donc là, vous voyez ici, c'est pareil. Pardon, c'est pas pareil. On voit que c'est le contraire. Hein. On voit que justement, c'est plus rentré, donc c'est plus acheté. C'est en vert et en rouge, juste pour expliquer, c'est tout ce qui est inflow et outflow, donc l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Donc là, on voit que c'est plus l'argent qui sort en Asie et l'argent qui rentre en Europe et aux US, qui rachètent. Donc là, ça a créé pas mal de turbulences en Asie. Donc maintenant, c'est passé, le 31 décembre est passé. On est aussi au mois de janvier. Généralement, en janvier, les gens aussi ont plus d'argent, ils ont reçu leur bonus du travail, donc ils peuvent réinvestir aussi. On a souvent aussi sur les marchés le January Effect, c'est-à-dire que tous ceux qui ont clôturé des positions à perte en décembre par mesure fiscale vont racheter les positions là en mois de janvier, donc ça peut créer justement une hausse intéressante. Bon, là pour l'instant, on n'est pas encore là, on a besoin de plus de confirmation. Idéalement, comme pour l'or, parce que ce sont actuellement deux classes d'actifs qui sont donc adossées avec l'or. Justement là, si on regarde au niveau du dollar, on a un début de cassure ici qui est très intéressant. Donc si on a une faiblesse du dollar, ça peut être plus positif pour l'or et pour le Bitcoin aussi, hein, parce que les deux sont adossés avec le dollar. Donc là, on commence à avoir un début de cassure. Donc si, vous voyez ici d'ailleurs, depuis novembre, le dollar ne fait rien et le Bitcoin n'est pas remonté non plus depuis fin novembre. Et il en est de même aussi pour l'or, ça dure depuis un moment. Donc l'or est pas mal ralenti à cause de la hausse du dollar et maintenant depuis novembre de la stabilisation du dollar. Mais là, si on recommence un petit peu justement à voir avec ce premier signe ici de faiblesse, de cassure, on peut avoir justement, ça peut être un peu plus positif pour le Bitcoin et même pour l'or. D'ailleurs, on peut le voir, l'or, il a eu quand même une très belle semaine, très belle fin d'année, enfin très belle semaine de fin d'année.
Donc là, on peut voir justement cette faiblesse du dollar reste positive pour l'or. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre au niveau donc, du Bitcoin. On a une clôture au-dessus de la Bollinger qui peut être signe d'un début de tendance, un petit peu comme ici. On n'est pas forcément très écarté justement de la moyenne 20, mobile 20 au niveau des bandes Bollinger. Et justement, si on va au niveau du mensuel, par exemple, au niveau du weekly, non, c'était au niveau du weekly. Voilà, on a une zone vraiment ici de grande conjection. Donc si c'est vrai qu'on arrive à clôturer au-dessus de, vous voyez ici, de cette test, de cette trendline ici, on a testé plusieurs fois ici. Si on arrive à clôturer au-dessus, ça serait même plus opportun. Bon, moi, je suis longue actuellement sur l'or, mais ça peut être plus opportun si on a justement cette confirmation ici pour une clôture au-dessus. Mais là, on peut voir les Bollinger Bands qui sont en train de squeezer. Donc généralement, ça précède plus de volatilité. Donc on espère que si c'est le dollar qui baisse, ça risque d'être positif au niveau de l'or. Donc une confirmation au niveau de la clôture au-dessus serait optimale pour la reprise de l'or. Donc voilà, donc c'est tout pour la vidéo de l'année. Donc si vous avez, de la première vidéo de l'année, pardon. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve donc une prochaine fois.